Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Je suis impressionné par la voix que j'entends dans le casque. Quel est l'impétrant? Mais c'est toi. Mais c'est moi. Racaille, la 60, attendez, voire 3e. Si je me suis pas trompé dans les calculs, les gens me regardent. Non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. Bon, le juge de paix a dit ça a l'air bon, donc on se calme. Ce matin, une invitée, Agnès Martin, qui va nous causer, on l'espère, de ses aspirations, bien sûr, mais aussi de sa place dans la société. En a-t-elle une en dehors de celle-ci, l'artiste et son engagement politique, celui de Cécile? Non, Martin. C'est parti. Mais il n'y en aura pas d'autres, hein, je te rassure. De l'artiste et la religion, on est toujours avec notre invité, l'artiste et la société, l'artiste et la science, l'artiste et l'autorité, l'artiste avec l'histoire de l'art, l'avenir de l'art, l'actualité de l'art, un vrai programme électoral. Et tout de suite, on va demander donc à notre invité de bien vouloir en quelques mots se présenter afin que vous puissiez vous faire une petite idée de ce qui va pouvoir se passer pendant cette heure et demie. Bonjour Cécile. Bonjour Robert. Je vous rappelle que je m'appelle Agnès. Bien Agnès. Mon parcours en quelques mots, c'est un parcours à double détente en quelque sorte parce que je suis avant tout peintre, artiste, donc praticienne de la matière. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, donc j'ai commencé par faire de l'histoire de l'art très longuement. Et en fait, je crois que ce qui me caractérise le plus, c'est d'avoir fréquenté très assidûment les musées parisiens dès 1967. Donc ce regard est constant,
m'a amené à fabriquer des images, certainement en rapport avec les œuvres que j'ai vues, mais me donne aussi une mémoire assez grande et donc me permet d'ancrer ma pratique essentiellement dans la matière, mais aussi avec un regard sur la mémoire, c'est certain. Bien, eh ben, il va y avoir de la rumba dans l'air, puisque nous avons notre hussard noir de la République à ma gauche, qui est chargé de l'instruction publique et culturelle de nos quelques auditeurs, qui sont maintenant 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Parce qu'il y en a qui nous quittent avec une espèce de rancœur insoutenable et d'autres qui viennent timidement les remplacer. Bien, on va passer la parole à Raymond Lascience pour sa minute d'un quart d'heure de militance. Non. Quand on a un invité ou une invitée, comme c'est le cas ce matin, Raymond fait court. Non, ça c'est une constante. Hein. Oui, ah oui. Voilà. Alors, un groupe de 20 à 30 personnes cagoulées ont brûlé 4 véhicules à la limite de Villepinte et de Tremblay en France, ou du Tremblay en France, je ne sais plus comment. Bravo les mecs! Avant de caillasser un bus des courriers d'Île-de-France qui transportait des passagers. Un bus des transports rapides automobiles desservant lui aussi la ville a également été pris pour cible. Les chauffeurs de 5 lignes de bus de la compagnie du dépôt de Tremblay ont à nouveau exercé leur droit de retrait parce que c'était pas la première fois. Hein. Ça a d'ailleurs été le cas à nouveau il y a hier ou avant-hier, je sais plus. Ils profitent de toutes les occasions pour poser la besace. Mais les cagoules sont interdites. Hein? Enfin, moi, c'est du moins ce que je croyais. Hein. C'est à croire qu'il y a dans les cités défavorisées de la grande couronne parisienne des gens qui ne lisent pas le journal officiel. Surtout qui ne savent pas lire. Et qui ne savent pas lire peut-être. Donc, et par le décret, hein, décidément la culture française fout le camp. Ouais. Une fillette de 4 ans est décédée du virus H5N1 en Indonésie, pays le plus touché par le virus de la grippe aviaire, a-t-on appris de sources médicales. Alors en apprenant l'info, Roselyne Bachelot a eu un frisson d'espoir. Mais non, Roselyne, c'est le H5N1, pas le H1N1. C'est pas en Indonésie que tu pourras refourguer tes doses invendues. Désolé, hein, tes millions de doses invendues, il faudra encore attendre un petit peu. BP est responsable de cette fuite. BP paiera la facture, a déclaré Barack Obama à l'issue d'une réunion avec les gardes-côtes. Le président américain entend démontrer ainsi la détermination de son administration à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour endiguer la catastrophe écologique qui menace le sud des États-Unis après l'explosion d'une plateforme pétrolière. BP devrait prendre des cours de citoyenneté auprès de Total, la compagnie française. Hein. Ceux qui nettoient sont aussi ceux qui paient, pendant que les actionnaires se goinfrent. Les US d'Obama ont décidément beaucoup à prendre de la France de Sarkozy en matière de capitalisme responsable. T'es d'accord, Robert? Oui, mais qui a autorisé les forages offshore C'est Monsieur Obama, parce qu'il y avait un moratoire qui empêchait qu'on fore au large des côtes du golfe du Mexique. Absolument, il va pas s'en sortir comme ça. Sport, encore un joueur sanctionné ce week-end d'un carton jaune pour s'être mis torse nu après avoir marqué un but. Alors le plus en danger, c'est Franck Ribéry, dont on sait qu'il retire son maillot chaque fois qu'il la met au fond. Mais j'ai pas réussi à savoir si c'était avant ou après. Et puis Nicolas, tu m'as dit que j'étais pas drôle, t'aimes pas trop quand c'est un peu en dessous de la ceinture, hein Nicolas, c'est surtout les footballeurs que j'aime pas beaucoup. Nicolas Sarkozy a fêté le 3e anniversaire de son élection en recevant les sénateurs de l'UMP à l'Élysée, et pour leur prouver que sa volonté d'agir restait intacte, il leur a annoncé qu'il était favorable au recours à l'urgence sur la loi interdisant le port de la burqa dans l'espace public. Alors pour le bout de chiffon agité sous le nez des gogos des Gaulois, ce sera tout de suite pour le chômage et l'insécurité qui grimpent, comme pour le pouvoir d'achat qui diminue. Vous attendrez que Sa Majesté ait le début de la queue d'une idée. Mais apparemment l'épouvantail fonctionne comme il faut, engrangeant les bénéfices de sa courageuse politique de la burqa balistique, on va dire. Rodomont Ier a retrouvé l'ivresse sondagière positive des sommets culminants, ou plutôt des sommets profonds, mais là je vais éviter d'aller dans
ce sens que Robert réprouve. Seulement voilà, devant un tel succès, il fallait s'attendre à ce que les marchands du temple et autres boss du commerce se ruent sur le phénomène. S'il n'y aura pas, pour des raisons de droit, de burqa à Shadok pour danser avec les bateliers de la Volga, Eric Azaray, il y aura bien une burqa Jibi pour celles qui seront mises au placard. Et l'on trouvera aussi une burqa d'école pour les étudiants, une burqa rare pour les sculpteurs, une burqa d'espèces que l'on pourra payer par chèque, une burqa présent à offrir en cadeau, une burqa de besoin pour le cas où, une burqa de conscience pour celles ou ceux qui en ont une burqa bottin pour les comédiens, une burqa nappée pour les petites pauses, une burqa libre pour les gros diamètres, sans oublier la principale de toutes, la burqa main vert pour nos auditrices du Calvados. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Merci Raymond pour ce bel effort. Non, vraiment, là, c'était... Je voudrais revenir peut-être une petite minute sur les caillassages d'autobus. Vous avez pu entendre que je ricanais, parce que, bien, si les gens caillassent, c'est pour des raisons probablement bonnes, plutôt que mauvaises, parce qu'on caillasse pas comme ça pour faire joujou, on caillasse et les petites jeunes filles qui ont mis des baffes à la conductrice, voilà. On va savoir exactement pourquoi, mais la personne nous dit exactement pourquoi c'est arrivé. Sauf que ça permet encore une fois de plus à nos chers politiciens en toc d'appuyer sur le champignon des cités défavorisées, de leur bande incontrôlable de loupards. Bref, l'État policier, là dans le fion une fois de plus. Non? Je sais pas, j'espère surtout que c'est pas pour passer à la télé, mais... j'avais pas imaginé une chose pareille. Bon, d'accord. Bien, bon, on va revenir vers notre invité, qui me file des grands coups de pied sous la table. Agnès. Elle a envie de parler. Agnès Cécile de Martin. Non, pas Cécile, Lucie. Non, je suis vraiment un gland. Et c'est peu de choses de le dire. Bon. Bien, alors Agnès, où en étions donc-ils? Non. Oui, Agnès, oui. Bien sûr, mais la radio, c'est pour parler, c'est pas pour me regarder avec un grand sourire. Moi, je vais bien m'exprimer sur... Sur ce que tu veux. Sur l'engagement politique, par exemple, puisqu'on vient de parler... Oui, bien sûr. Historiquement... l'engagement politique de l'artiste, il a été souvent quand même au service du pouvoir. Ça, on peut tout de même le reconnaître sans problème. Bon, après, ce qui me semble important, c'est la rupture qui s'effectue au moment de la Révolution française. Je vais prendre un exemple clair au musée du Louvre, qui n'était pas le musée, qui devient le musée en 1793, qui à ce moment-là est ouvert à tous. Il y avait encore, à la fin de l'Ancien Régime, un certain nombre d'artistes et d'ateliers d'artistes qui résidaient dans le lieu. La fin de l'Ancien Régime, c'est la fin du mécénat pour les artistes dont le parcours était balisé par un apprentissage en académie et ensuite des commandes qui venaient des nobles, de toutes les personnes puissantes de l'Ancien Régime. À partir de cette date, les artistes se retrouvent dans une situation individualiste, mais où ils sont obligés de créer par eux-mêmes leurs ressources et de trouver, entre guillemets, leurs clients. C'est ce qui va se passer tout au long du XIXe siècle, et qui est aussi le siècle des révolutions, je dirais plus populaire encore que la révolution dite française, qui est une révolution, je dirais, de société, plus qu'une révolution du peuple, il me semble en tout cas. Ouais, tout à fait d'accord. Et ces artistes, notamment les artistes du début du XIXe siècle, en dehors de ceux qui vont trouver, on va mettre à part la période napoléonienne, qui est une période de peinture, dirais, de propagande, même s'il y a de très grands artistes comme David, dont on peut reconnaître tout à fait le talent et les capacités de peintre, mais qui est quand même, c'est une peinture de propagande et qui va, je dirais, qui donne lieu encore à des regards quasiment publicitaires du pouvoir. Bon, par ailleurs, se développent les groupes d'artistes qu'on va dire romantiques. Je vais écarter un petit peu les romantiques allemands, parce que il y a quand même une spécificité en France.
Ces peintres romantiques vont s'éloigner des sujets de commande qui étaient le plus naturellement destinés aux nobles ou au clergé, et vont se retourner vers, je dirais, l'individu. Cet individu qui va se former psychologiquement, je dirais, tout au long du XIXe siècle, avec la création de la psychologie, l'histoire de l'art, enfin d'une autre manière de voir les choses, une autre, je dirais, archéologie du savoir. Et les difficultés vont commencer, je dirais, dès le début du XIXe siècle, pour être très clairement mises en avant par la fin du XIXe siècle, les peintres impressionnistes, dont on sait bien qu'ils n'avaient pas d'argent, et dont le symbole le plus emblématique est Vincent van Gogh, génie méconnu, qui meurt quand même dans une quasi-misère. Donc je dirais que le parcours de l'artiste dans la société, tout au long du XIXe siècle, ça va être trouver son autonomie. C'est toujours très ambigu parce qu'à la fois, l'artiste a besoin de manger, donc il est face souvent à des clients qui représentent plus ou moins un pouvoir, donc les choix sont délicats. La survie est toujours ambivalente, malgré tout. Alors, c'est quand même le moment où il va choisir les sujets qu'il montre. Il choisit le sujet de sa peinture, le sujet n'est plus imposé, il n'a plus à faire un retable, il n'a plus à peindre le portrait du roi, il n'a plus à peindre la famille bourgeoise. D'abord la photographie arrive, donc ça oblige la peinture à montrer autre chose, en tout cas à se positionner différemment par rapport à la réalité, et à retrouver les moyens propres à son expression, à sa matière. Le toucher de la peinture va changer. Les dimensions de la peinture vont changer également, c'est-à-dire que la peinture monumentale, la peinture dite d'histoire, va progressivement disparaître. Je dirais qu'elle s'achève magnifiquement avec l'atelier de Courbet, qui est aussi un pamphlet politique, et que ce qui va se passer à la fin du XIXe siècle, ce sont des tableaux, je dirais, de moindre dimension, enfin qui restent imposants, mais dont le sujet ne sera plus directement ni une mythologie métaphorique, ni un sujet religieux, ni une représentation du pouvoir. Même si les peintres académiques vont quand même continuer dans cette veine. Je prendrai l'exemple de Meissonnier, continuant à peindre Napoléon Ier. Ok, on poursuivra après la pause musicale.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Oui, Jean. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. Agnès, ne me regarde pas comme ça. Et Maïté, je t'en prie. Hein. Arakaï, la 63e, avec ce matin notre invité. Vous avez pu apprécier, comment dirais-je, son immense culture. Elle nous en a livré un tout petit bout. On espère que ça pourra continuer après. Oui, non, mais elle Agnès... n'était pas trop impressionnée, là, ça va se gâter, là, tu vois, mais bon. Non, mais Agnès, c'est vrai, quoi, tu nous as fait quand même un beau petit numéro, là. Je veux dire que, bon, je suis impressionné. Jean, qui ne mange pas encore sa casquette, mais ça va bientôt arriver, qui nous a préparé ce matin un texte où il m'implique par devers moi. Oui, à l'insu de son plein gré, hein, je le précise parce que... Un traquenard insoutenable. Bon, enfin. Il a découvert ça ce matin. Non, bon, Jean. Mais bon, c'est quelque chose qui peut, je pense, brancher pas mal Agnès. D'où vient la création? Comment en faire son archéologie en quelque sorte, hein. Dans cet extrait, nous allons... Pardon. Lire le philosophe Raphaël Enthoven dialogue avec le scientifique Jean-Claude Amezen, hein, de l'INSERM. Pour bien différencier ce que chacun d'eux dit, Robert fera la voix du scientifique pendant que je ferai celle du philosophe. Ça ne t'ennuie pas que... Non, ça risque d'ennuyer la science, mais... La philosophie aussi, ouais, la philosophie. J'imagine. Hein. Bon. J'y pense même pas. À lire et regarder votre livre, Jean-Claude Amezen, bon. On entend Baudelaire. Les ibis rouges de Yann Arthus Bertrand rappellent, dans un réseau de correspondance, les réseaux tissés à l'intérieur d'une cellule. L'os de l'oreille interne de la souris renvoie à l'anthropométrie d'Yves Klein. Les cellules du cerveau rappellent l'intérieur de l'os, qui décrit lui-même le baiser de Gustav Klimt. Les mitochondries dans une cellule du foie évoquent immanquablement l'empreinte laissée par Buzz Aldrin sur le sol lunaire. À tisser à l'infini le réseau des correspondances, on se dit que si l'art imite la nature, celle-ci le lui rend bien. Qu'aviez-vous en tête, en montrant ainsi comme vous le faites, les correspondances stupéfiantes entre l'art, la science et la nature? La première idée était de réconcilier ces deux façons complémentaires d'appréhender la réalité, scientifique et artistique, indûment séparées au cours du XIXe siècle. On en est un peu venu à cette idée, à mon sens fausse, qu'au fond, plus la raison était froide, plus elle permettait d'appréhender le monde et de le comprendre, tandis que ce qui relevait de l'art était purement émotionnel. Vous parlez de compréhension, on pourrait opposer d'ailleurs l'ordre de la compréhension à l'ordre de l'explication. La compréhension serait une sorte d'explication sensible ou intuitive. La compréhension conjuguerait au fond ce qui est de l'ordre de l'explication rationnelle et ce qui est de l'ordre de la propriation, de l'émotion, de l'empathie pour ce qu'on est en train d'approcher. La plus belle chose dont nous puissions faire l'expérience, disait Einstein, est le mystère, la source de tout vrai art et de toute vraie science. Vous avez voulu réhabiliter en somme le caractère mystérieux ou énigmatique des choses. Tout à fait. L'étonnement aussi. La science comme l'art progresse par une forme d'étonnement, de retour à l'innocence, maman, par l'abandon d'une forme d'habituation. À la suite de cet abandon, ce qui nous paraît familier devint merveilleux ou étrange, exemple Blanche-Neige et les 7 nains, à ce moment-là, on essaie de l'aborder comme si c'était pour la première fois. Ça, c'était pas dans le texte, hein. Je précise. Ce que vous dites me fait penser à un passage de Bergson dans Le Rire, dans lequel il écrit que le talent de l'artiste est aussi de savoir renouer avec une façon virginale de voir, d'entendre et de penser. Et Bergson écrit également dans L'évolution créatrice que l'art vit de création et implique une croyance latente dans la spontanéité de la nature. Je pense notamment à cette page tout à fait étonnante où vous mettez en vis-à-vis le cri d'Edvard Munch avec l'écorce d'un arbre. C'est tout à fait stupéfiant quand on a vraiment le sentiment qu'on a sculpté le tableau de Munch sur... Non, ce n'est pas un arbre, c'est un poteau télégraphique. Donc c'était un arbre. C'est un arbre mort sur lequel on retrouve très exactement le visage distordu peint par Munch. Le peintre André Marcon disait «
J'ai senti certains jours que les arbres me regardaient. Le peintre est à la fois celui qui invente et celui qui anime, qui donne un sens à ce qu'il regarde. Et dans le regard, en particulier dans le regard de l'artiste, il y a toujours ce sentiment de réciprocité. Aller à l'encontre du monde, puis essayer de se laisser habiter par ce que le monde nous dit, ou parce que nous imaginons qu'il nous dit. Voilà, alors la création est éditée chez Perrin pour environ 8 €. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Et je vous rappelle le numéro de la librairie, que vous puissiez commander ça avant d'aller le chercher, 01 48 05 34 08, 01 48 05 34 08, et leur site internet après les W, librairie-publico.com. Merci Jean. Bien, Agnès, est-ce que tu as un ou des commentaires à faire sur le texte que vient de nous proposer Jean? Alors, ce que j'entends du texte, c'est que c'est un scientifique qui parle. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu comme formation l'observation et la rationalisation des choses. Donc, il y a une grille de lecture, je dirais, en arborescence souvent, et pas tellement en ellipse, pas forcément une vision globale des choses. Après, sur l'écart entre l'art comme étant de nature émotionnelle, alors que la science serait plutôt de nature rationnelle, là je referais peut-être un retour en arrière du côté de l'art ancien. Je n'oublie pas que les peintres de la Renaissance effectuaient une mise au carreau, par exemple, lorsqu'ils faisaient un grand format. Donc ils utilisaient des outils tout à fait rationnels, y compris Léonard de Vinci, et pourtant le résultat, au final, quand on voit des œuvres comme la Joconde ou la Vierge Rocher, pour ne parler que d'œuvres du Louvre, il y a l'énigme justement, il y a aussi l'émotion. Donc en fait, même s'il y a un contraste, même s'il y a une opposition, c'est toujours pas total. Alors évidemment, si on va au-delà du 19e siècle, et si on regarde, on va jusqu'au bout, on regarde du côté de l'abstraction géométrique, là on est dans une peinture qui est complètement rationalisée. Mais pour reprendre le contre-pied du côté de l'émotionnel et du côté de la nature, il est évoqué le tableau du cri d'Edvard Munch. À la fois, c'est un tableau dont on aborde le sujet d'une manière assez frontale, parce que c'est un tableau qui est extrêmement fort, et en même temps, le fait de le regarder comme une écorce d'arbre, je crois qu'on en arrive très vite au geste du peintre. Et là, je vais parler comme peintre, évidemment, des savoirs sur la peinture, ou le commentaire sur la peinture est possible, mais il y a quelque chose dans la peinture qu'aucune image photographique ou virtuelle ne remplacera jamais, c'est ce qui est de l'ordre du toucher, de l'ordre de la peau de la peinture, c'est-à-dire ces superpositions, ces gestes, cette énergie, ce tracé que l'on voit dans le cri, où en tant que peintre, on a cette lecture, on voit bien que ça tourne, on voit bien qu'il a choisi une pâte plus ou moins épaisse, plus ou moins mince, parce que c'est là que ça se passe, c'est dans ce toucher, c'est dans le rythme, comment on s'investit dans la toile. Et là, je reviendrai du côté de la nature, en parlant des peintres asiatiques, des peintres extrême-orientaux, qui eux travaillent quasiment uniquement le thème de la nature et par l'énergie. Alors, je pense particulièrement à un livre qui s'appelle Souffle Esprit, qui a été écrit par François Cheng, qui est un condensé des théories de l'art chinois, et où on est en quelque sorte dans le tracé de l'écorce d'Edvard Munch, mais surdimensionné dans ce rapport entre l'eau, la montagne, toute cette perception intime de l'artiste devant la nature, dans une imprégnation réciproque, où là, l'empathie avec la nature est encore peut-être plus claire que pour nous, occidentaux. Je crois que ça nous échappe encore un petit peu. Merci beaucoup Agnès. Jean? Oui, notre copine Tania, qui écoute toutes les émissions, appréciera beaucoup la référence à François Cheng. Mais c'est pas moi qui ai soufflé ça. Agnès, je précise.
Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans publicité. Vous savez que maintenant, le simple fait d'évoquer ces postulats nous met dans une position très difficile. Araka est la 63e, avec notre invitée, Agnès Martin. Et alors, je passerai, non, je n'insisterai pas. Vous avez pu vous rendre compte qu'elle en avait sous le capot. Maïté, toujours aussi sérieuse à la régie, qui a le nez carrément plongé dans les choses qui tournent avec des petites galettes dedans. Jean, notre préposé incontournable à la culture et à l'art, évidemment. Mais enfin, c'était un jour, on reviendra là-dessus, parce que c'est totalement antinomique. Pour toi. Et pour moi, oui. Non. Et puis, je voulais ajouter quelque chose, mais je me souviens plus, donc ça sera pour après. Quand ça te reviendra. Ah oui. La musique, c'était, les deux morceaux étaient de The Doors. Et le premier, c'était c'est Brick on the Through. Break. Bah oui, Break on through. On through. Et le second, c'est Soul Kitchen. Voilà, parce qu'on va passer toute la matinée avec les Doors, hein, dans cette et puis pour continuer à tourner autour de cette émission consacrée à l'archéologie de l'art. Là, c'est l'archéologie de la chanson. On va aborder un artiste hanté par la Genèse. Ne fais pas cette grimace. Voir un monde dans un grain de sable. Et un ciel dans une fleur sauvage. Avoir de bons yeux. Tenir l'infini dans la paume de la main. Avoir de grosses mains. Et l'éternité dans une heure. Voilà, William Blake, peintre, graveur et poète anglais, né à Londres en 1757. C'est très jeune tout ça. Mais tu vas voir qu'il y a des points communs avec toi. Parce qu'on ne peut rien comprendre à cette personnalité hors du commun sans savoir qu'à l'âge de 7 ans, il vit, et n'ont pas cru voir. Dieu le regardait par la fenêtre, sous la forme d'un immense visage à barbe blanche. Ça te laisse pantois. Plus tard, des anges lui apparaîtront assis sur les branches des arbres. Tu m'inquiètes, Jean. Eh oui. Mais lui, il n'a pas fait le séminaire, à la différence de Robert. C'est dégueulasse. Alors là, tu m'as assassiné. Au secours. Il est mort, Robert est mort. Je l'ai eu, enfin, je l'ai eu. C'est bas. Il était le fils d'un bonnetier qui reconnut son don très précoce pour le dessin et l'encouragea dans ses études. C'était assez rare quand même à cette époque. Apprenti chez le graveur, les professions artistiques n'étaient pas très très bien vues. Apprenti chez le graveur Bazir, celui-ci lui conseilla de copier les détails des vieilles églises et abbayes anglaises, et c'est ainsi que Blake prit goût à l'art gothique. Un peu plus tard admis comme élève à la Royal Academy, il s'y enthousiasma pour Dürer, pour Michel-Ange et même pour Raphaël. Il se lia à cette époque avec le sculpteur et dessinateur néoclassique Flaxman. Ce dernier qui fut l'éditeur de ses premiers poèmes, et Fuseli, qui devint par la suite son ami, sont les seuls artistes de son époque qui aient eu une réelle influence sur lui. Influence d'ailleurs réciproque dans le cas de Fuseli. Dès l'âge de 22 ans, Blake gagnait sa vie en gravant à la commande des illustrations. Eh oui, nous ne sommes pas seuls, Robert. De livres. Ses premières œuvres originales font déjà preuve de cette étrangeté qu'il rendra incompris de la plupart de ses contemporains. Il rédige aussi les bases d'une œuvre poétique inspirée par la Bible, par Dante et par Milton, et aussi par les événements contemporains qu'il interprétait à sa manière. Il s'est ainsi promené un certain temps dans les rues de Londres, coiffé d'un bonnet phrygien. Oui, ce qui était assez gonflé. Oui, quand même. On peut le dire, dans Londres de cette époque, la Révolution française n'était quand même pas très très bien vue. Son œuvre, qui est une construction puissante, non encore entièrement déchiffrée, on peut le dire aujourd'hui, annonce une version nouvelle du christianisme, dont le caractère radical, difficilement imaginable pour qui ne lit pas Blake, repose sur un symbolisme en grande partie visuel. Aussi est-ce tout naturellement que Blake devint son propre illustrateur.
Mais pour ce faire, il emploiera un procédé que son frère lui aurait révélé, c'était décidément quelle famille, en rêve peu de temps après sa mort. Il s'agit d'eau forte dont les planches et le texte qui les accompagnent ont été préalablement dessinés et gravés à l'envers, et dont chaque épreuve est ensuite rehaussée à l'aquarelle, à la main. En 1809, il tente une exposition de ses œuvres personnelles qui n'aura aucun succès, mais aucun. Le découragement et la misère matérielle vont raréfier sa production. À la fin de sa vie, il travaillait à une immense composition sur le jugement dernier qu'il laissera inachevé. William Blake mourut en entonnant un cantique. Méfie-toi. Non, mais moi j'entends une chanson, pas un cantique, mais une chanson. Oui, puis j'imagine assez bien laquelle, bien qu'il ait eu quelques disciples, notamment Palmer. Je ne sais pas si vous voyez le travail de Palmer, c'est un des... il est considéré comme pré-raphaélite. Moi je trouve que c'est pas vraiment là qu'on devrait le mettre, mais enfin en tout cas c'est la case dans laquelle il figure. Son œuvre faillit tomber dans l'oubli après sa mort. Les premières admirations en fait qu'il suscita étaient le fait d'écrivain. Non seulement il apparaît aujourd'hui comme un précurseur du symbolisme, mais sa pensée et son art font de lui l'un des génies les plus marquants de l'Angleterre romantique. Voilà, alors une œuvre de William Blake sur, je ne sais pas encore laquelle je mettrai, sur le blog de l'émission http://racaille.blogspot.com, une œuvre évidemment graphique. Il n'y a pas donc on n'a pas de traces de sa dernière peinture inachevée. Ah si, oui. Ah ouais. Oui. Ah, ça m'intéresse. Oui, le seul lien, parce que Jean, toujours aussi taquin, me comparait à William Blake. Bon, le seul point commun que j'ai avec lui, c'est d'avoir commencé à gagner ma vie à 22 ans en tirant des barres dans un studio de publicité. Parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit d'autre qui soit vendable. Mais j'ai gagné un gros tas de thunes parce qu'on travaillait 2 jours, de nuit à tirer des barres au tire-ligne. C'était passionnant. Rotring, non, tire-ligne. Tire-ligne, ah oui, il n'y avait pas de rotring. Ah oui, d'accord. Non, c'était au tire-ligne. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas exactement la même génération. Et tu as fait ça combien de temps, quelques mois. Le temps de mettre un peu d'argent dans mon porte-monnaie et de le dépenser aussitôt. Bon. Merci Jean-Agnès. On Concernant revient vers toi. Si tu veux, William Blake, mais aussi la suite avec de ce que tu nous racontais tout à l'heure sur le rapport des artistes avec le pouvoir ou les pouvoirs avec l'État. Bien sûr. On peut peut-être parler d'aujourd'hui, bien sûr, tout à fait. D'ici et maintenant. Oui, parce qu'on a commencé à la Révolution. Et voilà. Quand on est artiste en France, quand on a en tout cas le désir d'être artiste en France, peut-être reprendre le parcours, on essaie d'intégrer une école d'art. Ensuite, on essaie de diffuser ses œuvres, si on en a. Et on est très vite confronté à la présence du ministère de la Culture sous une forme ou sous une autre, qui est un mécène important. C'est la tradition dite régalienne de la France. Et on sait bien qu'en fait, les instances de légitimation pour un artiste ne sont pas très faciles à trouver. Les réseaux sont les salons qui sont souvent des salons municipaux, donc on retrouve là les collectivités locales. Les salons nationaux, donc après tout ce qui gravite autour de la délégation aux arts plastiques du ministère de la Culture, pour ne citer qu'elle, et les prescripteurs, ou en tout cas les commissaires des grands musées contemporains français, parisiens on va dire. C'est une réalité. Et après, on peut se tourner aussi vers le réseau privé, donc le réseau marchand, donc le système des galeries. Ce que j'ai pu observer dans ma modeste vie d'artiste, c'est une évolution entre ce que j'avais imaginé. Je dirais que jusqu'à la fin des années 60, on avait encore l'illusion que la galerie, le galériste était un homme de goût qui choisissait ses artistes et qui acceptait de stocker gratuitement dans sa galerie des œuvres et qui les montrait tout en les défendant. C'est-à-dire, il y avait le galériste, le critique d'art,
les critiques d'art sont aussi en voie de disparition, il me semble, qui Tant mieux. pouvaient produire du commentaire, mais en tout cas qui permettaient une reconnaissance et une certaine légitimation dans le circuit privé. Aujourd'hui, les artistes doivent payer pour exposer, ils doivent payer le galériste pour avoir le droit d'accrocher leurs œuvres. Il n'est plus question de laisser les œuvres en stock. Et ils doivent payer aussi le critique d'art. C'est parce que la communication est un peu essaimée un petit peu partout et qu'aujourd'hui, pour exister, il faut payer des encarts. Donc il y a tout un mode de fonctionnement complètement différent. Moi j'ai observé, si on retourne un peu en arrière, donc au 19e siècle, quand les artistes se sont affranchis des princes, ça a été repris quand même d'une certaine manière la conduite des affaires par les États. Enfin, en tout cas en France, c'était l'État avec les salons officiels, etc. Puis il y a eu une petite liberté, une petite libération un peu des artistes, si on peut appeler ça une libération, qui a duré pas tellement longtemps, et ils ont été vite repris en main, encore une fois par l'État aujourd'hui, d'une manière, mais alors là, quasiment, c'est vraiment, sans l'État, les artistes contemporains ne pourraient pas vivre, quoi. C'est l'État qui juge, qui paye, qui stocke, qui représente. Sans État, il n'y a pas d'artiste. Enfin, il y en a, ou alors, avec trop d'État, il n'y a plus d'artistes, puisque ce sont des gens qui sont complètement inféodés aux politiques. Enfin, voilà. Mais c'est une réalité. Oui, tout à fait. Oui. Je dirais, entre le moment où les artistes, à la fin après la Révolution, se sont affranchis des princes, avec quand même, comme tu le rappelais, il y a eu quand même le Premier Empire, il y a eu quand même le Second Empire, où ils étaient à nouveau sous la coupe de ces gens-là, après les restaurations diverses et variées, et puis l'État qui reprend la main avec les salons officiels, et puis une petite période un petit peu tranquille, qui a pu durer jusque dans les années 50, 60. Là, j'interviendrai un tout petit peu parce que la création du ministère de la Culture en 1959 part d'une belle idée, c'est la création du musée imaginaire, c'est-à-dire que chacun peut avoir accès à sa propre personnalité en voyant des œuvres de toutes les origines, tout pays confondu, toute période confondue. Je crois que ce qui se passe à la fin du 19e siècle, c'est que les instances officielles ne reconnaissent pas l'impressionnisme, qui va être reconnu quand même principalement par les Américains, et qui donc va être légitimé et trouver sa place dans l'histoire de l'art en dehors de la France. La peur de se tromper, je pense, a reverrouillé beaucoup de choses, et je pense qu'aujourd'hui, les commissaires d'exposition, les conservateurs qui travaillent à l'art contemporain, qui sont aussi des instances de légitimation, ont tellement peur de se tromper qu'ils n'osent pas, en fait, il y a une sorte de système clos. Je crois qu'il y a une peur de se tromper. Bien sûr, ils ne distribuent pas l'argent correctement, équitablement. Mais je crois qu'il ne... je dirais qu'il y a des collusions aussi. On peut parler de mondialisation. Je crois que la mondialisation, elle existe aussi dans le monde de l'art. Qu'aujourd'hui encore, l'économie du monde est pour un certain temps encore aux États-Unis, où les grandes galeries internationales sont fixées, et où elles fixent le goût, je dirais, quasiment pour le monde entier. Je dirais que l'histoire du goût est aussi l'histoire de l'art parfois, hein. Et que ce qui se passe en Chine aujourd'hui va, je pense, faire dévier les choses sur quelque chose qui est organisé aujourd'hui et qui fonctionne. Quand vous allez dans les grandes foires internationales, la Documenta de Kassel, la Biennale de Venise, les grands artistes, les artistes reconnus grands internationaux sont quasiment les mêmes et bénéficient des mêmes circuits. Ils ont une grande visibilité médiatique. C'est-à-dire à la fois, on est dans un monde où on peut avoir accès à des toutes petites informations, et en même temps, ce qui est le plus visible, c'est toujours un peu la même chose.
Complètement, oui. Mais l'État participe de la spéculation. Le problème, c'est ça. En misant sur un tout petit nombre d'artistes. Mais pour rester dans la course internationale, oui, parce oui, que c'est ça. Complètement, oui. Oui, c'est pas... il le fait pas pour lui, il le fait pour rester visible. Voilà. Tout à fait d'accord. Il manque de peau, il se plante tellement que les artistes français dans la course internationale... En misant sur un petit nombre d'artistes, ils se plantent forcément. Oui, oui. Bon, de toute façon. Mais le temps passera. Enfin, c'est, je veux dire, les artistes vivent plus longtemps que les politiques souvent. Hein. Donc les choses... C'est notre grand avantage sur eux. Ils ont une vision souvent à court terme, je pense. Bien sûr. Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité. J'entends du sacré tout autour de moi. Au secours, Satanas. Comme si manger de la confiture. Arakaï, la 63e, avec comme invité Sœur Agnès, dans la régie Sœur Maïté, qui fait non, tiens Maïté. En plus, t'es hypocrite, bon, enfin. Et Sœur Frère Jean. Frère Jean, oui, Sœur Jean.
frère Jean, qui vont poursuivre, enfin on va poursuivre avec Agnès et Jean sur ces sujets un petit peu, qui sentent un peu le soufre de l'encens ou de l'eau bénite. Ensemble, donc sur une mélange de soufre de l'eau bénite. Bon, enfin bon. Jean, on va à peine remonter en fait dans l'histoire, mais enfin là il s'agit d'un artiste tout à fait novateur dont on va voir qu'il a quelques points communs importants avec William Blake. C'était Joseph Mallord William Turner. Excusez-moi de remonter aussi loin. C'est encore 1775. Oui. Bon. On n'en a pas encore parlé, nous. Si tu t'en as pas déjà du parlé, tout. non? Non, on n'a même pas parlé de l'émission de l'exposition, parce que c'est un gros morceau. Ah d'accord, mais j'étais persuadé qu'on en avait déjà parlé. On n'a pas forcément besoin de faire de la réclame pour ce genre de truc, mais on va en faire un peu aujourd'hui parce qu'il reste que quelques jours. Turner, c'est 1775-1851. Il a été considéré très tôt sur le continent comme le premier peintre anglais. Il sera vénéré littéralement, on peut le dire, par Monet, Renoir, Ensor, mais même Kandinsky. Encore dans le religieux. Non, je dirais pas ça. Tu vas voir. Bien des professionnels s'interrogent encore aujourd'hui sur les procédés dont il usa pour obtenir des blancs aussi éclatants et pour gonfler ainsi son pinceau d'une pâte dont la sensualité devenait lumière. Ah oui, ça c'est vrai. T'es d'accord quand même là-dessus? Ouais, tout à fait. Agnès aussi, je suis complètement. sûr. Bon. La légende veut, mais enfin la légende, on sait qu'il faut s'en méfier, veut qu'il mourût devant sa fenêtre, non pas en entonnant un cantique comme Blake, mais en regardant le soleil s'abîmer dans la brume. Lorsqu'on fit l'inventaire de sa maison, on y découvrit un amoncellement de quelques 19 000 dessins aquarelles. 19 000 19 000, oui. Et Robert, là, je savais que ça allait te foutre un coup. Ouais. Ah oui. Non, c'est même pas la peine de continuer à cavaler, tu peux t'arrêter. Je pense que... Gouache, mais aussi gouache et esquisse à l'huile. Turner léguait en outre à la nation anglaise la collection de ses propres œuvres, qu'il avait constituées depuis son adolescence, qui était d'ailleurs remarquable pour lui parce qu'il paraît qu'il était peintre, mais alors et que comme sa cote était quand même assez élevée, il a racheté ses toiles, y compris des fois au prix fort. C'est assez marrant. Le classement de cet héritage qu'on peut qualifier de fabuleux ne manqua pas de poser des problèmes. Finberg, un certain Finberg, y passa toute sa propre vie, numérotant et proposant des titres. Beaucoup de ses esquisses furent baptisées ainsi coucher de soleil, incendie, brume sur le lac ou monstre marin même, en désespoir de cause, parce que il comprenait pas grand-chose, le pauvre Finberg. Parfois, c'était quand même assez à la limite de la figuration. Turner, c'est que que pour la première fois dans l'histoire de la peinture, Turner avait abandonné le sujet, découvert que la couleur et la matière, le jeu des formes, leur rythme, l'inégale répartition de la lumière et de ses accents pouvaient être source de pure délectation. Dans son œuvre se déploie de larges ciels, se manifeste une présence obsessionnelle de l'eau et un sentiment très profond de la nature qui font le lien entre ce qu'il y avait de meilleur dans le paysage classique et le romantisme le plus échevelé. Les résultats auxquels il est parvenu frappent par la puissance de leur effet pictural. Encore aujourd'hui, on est complètement sidéré devant les toiles de Turner. Aussi est-il passionnant de scruter la facture de ces esquisses d'apparence symétrisée. Turner y utilise avec un respect superstitieux tous les accidents, bien avant Pollock ou autre figuratif libre, dripping, dérapage du pinceau, tâches imprévues, défaut du papier, empreinte digitale, il y a tout ça, support laissé vierge aussi, ce qui était excessivement rare, à ces réussites prestigieuses tirées du hasard, il ajoute un singulier besoin de varier les techniques. Souvent des aquarelles traitées par large surface sont éclaboussées d'une calligraphie gouachée, d'une extraordinaire sûreté de main. Personnages, édifices, 1000 détails de tous ordres vigoureusement marqués créent ainsi des tensions imprévues dans une œuvre pourtant réputée vaporeuse, à tort. Coucher de soleil, eau brumeuse, incendie, éruption volcanique, avalanche, toute la gamme des phénomènes naturels va lui paraître apte à représenter autant de moments privilégiés où le temps semble se dilater,
ou au contraire s'immobiliser. Ces tableaux faits de taches colorées et de traînées lumineuses, le XXe siècle les découvrira comme des prémonitions fulgurantes de l'art abstrait. Pourtant, c'est un petit peu hâtif à mon sens de faire de Turner le père de la peinture abstraite. Agnès nous dira ce qu'elle en pense. Il n'aboutissait pas à cette non-figuration par raisonnement ou même par nécessité picturale, mais uniquement parce qu'il entendait ainsi mieux traduire le gigantesque opéra de la nature avec un sentiment proche du mysticisme qui n'est pas sans le rapprocher de son presque contemporain William Blake. En tout cas, c'est ce que je dis moi. Voilà, http://arakai.blogspot.com pour les œuvres de Turner. Merci beaucoup, Jean, cher hussard noir de la République et de l'instruction. Même tout aussi public. Bien, Agnès. Sur Turner, oui. Sur Turner, c'est un peintre. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi son parcours, c'est-à-dire de voir les œuvres topographiques qui sont une description de l'architecture très précise, et d'aller jusqu'aux aquarelles dites informelles. J'insisterai sur son sens de la couleur qui est tout à fait extraordinaire et qui est assez irréel et qui est encore une découverte pour beaucoup d'aquarellistes. Et aussi son geste, la sûreté de son geste, qu'il rapproche là aussi des peintres extrême-orientaux. Mmh. Donc tu parlais hors micro, à quel propos déjà des peintres orientaux? Tu disais à propos du rapport en fait à la peinture aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on a, si on veut s'éloigner, on parlait de culture également. Tout à fait. Quand on est imprégné des œuvres de ceux qui nous ont précédés, bien sûr, et lorsqu'on a envie de lâcher prise ou de découvrir ce que l'on porte en soi, de sa propre sensibilité, en partant d'images mentales, en partant d'une sensation de la nature, je pense que c'est encore un bon point de départ. On peut lâcher prise avec un simple pinceau et de l'encre de Chine par des différents gestes, par de la pression, par la qualité du papier, par la griffure, par la projection. On peut trouver des gestes, on peut trouver des manières de travailler. On peut travailler les yeux fermés, on peut travailler aussi avec le corps, et je crois qu'il y a encore des choses à découvrir par tout ce qui est de l'ordre du sensoriel, de l'ordre des perceptions internes. Bien. Et on évoquait aussi toujours hors micro, c'est bien pour pouvoir après s'exprimer le micro ouvert, du rapport des artistes ou de l'art actuel avec cette nouvelle invasion du curé de toutes les confessions, que ce soit le rabbin, le mollah ou le curé de campagne, sur la scène. Sur la scène médiatique essentiellement. Essentiellement. Et seulement essentiellement. Je ne sais pas, j'aimerais savoir si dans les familles c'est l'objet d'un débat. Le sentiment d'appartenance à telle ou telle religion. En tout cas, la France est un pays qui se revendique comme laïque, donc où la religion quand même n'est plus obligatoire, en tout cas l'affichage d'une appartenance religieuse n'est plus obligatoire. Après, la position de l'artiste par rapport à la religion, en France, je ne l'aperçois pas très clairement. Ce que j'observe malgré tout, c'est qu'il y a une crispation des identités sur des appartenances diverses, pour des raisons qui sont culturelles. Mais comme je le soulignais tout à l'heure, c'est on dit parfois je suis de telle religion, mais aussi j'ai tel ou tel goût. C'est-à-dire que la construction de la personnalité se fait sur des choix, je dirais, un peu sur des grilles préétablies, mais pas forcément par une découverte ou par un itinéraire personnel. Parce que je pense que ce qui relève de l'ordre de la foi, et pas forcément du culte ou de la religion, c'est de l'ordre de l'intime. Donc on n'a pas forcément à le placer sur la place publique. Je suis d'accord avec toi. Par ailleurs,
quand on est artiste, on peut pas faire l'impasse sur l'histoire de l'art, et l'histoire de l'art, c'est souvent l'histoire du sacré, et ça peut aller, je pense au geste qu'a sûrement fait celui qui a dessiné le rhinocéros de la grotte Chauvet, le regard qu'il a eu sur, on peut imaginer, en tout cas on peut projeter ce qu'il imaginait. Je pense qu'il y a un rapport au sacré qui commence à la grotte Chauvet et qui va se transformer, à la fois qui va prendre forme au travers des religions. Là, je pense que là, tout ce qui est de archéologique, je pense bien à la Mésopotamie, qu'à l'Égypte, très nettement, qu'à la Grèce, à la statuaire grecque, et plus tard, évidemment, les images du christianisme, plus particulièrement les icônes, qui sont là vraiment images et divines en même temps, jusqu'à peut-être Turner, effectivement, où là, on n'a plus un Dieu représenté ou une image de Dieu, mais une perception de ce qui nous dépasse, une perception de l'indicible. Et je pense que l'art peut être traversé par cette perception-là, sans être dans l'adhésion ou la participation à un groupe religieux relié, quel qu'il soit. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perception intime de l'individu. On montre son œuvre aux autres, qui lui l'aperçoit avec qui il est, mais on n'a pas à interférer sur ses convictions. D'accord. Radio Liberté, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, non, sans Dieu, mais sans publicité, racaille. Non, mais les auditeurs sont habitués. Oui, la racaille, la 130e. Excusez-nous. Avec toujours notre invitée Agnès Martin. Vous avez pu, je me répète un peu toujours, vous avez pu entendre qu'elle avait quelque chose à dire quand même, ce qui est intéressant quand on a un invité. Maïté dans la régie, qui a l'air toute guette aujourd'hui, je sais pas, d'habitude elle a l'air un peu plus sévère. Et Jean qui me regarde d'un air dubitatif en disant qu'est-ce qu'il va pouvoir sortir encore comme énormité. Bon, non, je n'en sortirai pas. Et voilà, on va donc donner la parole à Jean. Oui, mais en fait, comme on est... Faut lui prête. Oui, j'avais prévu de parler un petit peu des Doors qu'on a écouté aujourd'hui, mais je pense qu'on fera ça une prochaine fois. D'accord. Voilà, des artistes un peu plus récents que les deux autres, mais donc qui ont été très inspirés en partie par la poésie de William Blake, mais on fera ça une autre fois. Je vais juste
faire quelques expos, 2 petites expos à voir, hein, de Madeleine Lemaire à Berthe Morisot, des femmes peintres au temps de Proust. Ça, c'était un petit clin d'œil pour Agnès. Hein. C'est au musée Marmottan. Oui, elle fait très proustienne, je trouve. Hein, elle fait surtout femme peintre avant de faire proustienne. Merci. Le musée Marmottan, c'est 2 rue Louis Boilly, Ah oui, dans le 16e arrondissement de Paris. Je vous oblige toujours à vous traîner dans les quartiers chicots. Oui, parce que Marmottan, plus le nom, là, ça me il y a peu de musées dans les quartiers populaires de Paris. Oui, il y avait même le musée des arts et traditions populaires qui était à Deauville. Exactement. Ah, la vache. Voilà. Ça, c'est jusqu'au 6 juin. 2010 de cette année, donc tableaux, aquarelles, lettres, bijoux, objets qui proviennent de collections privées ou des réserves des musées et n'ont pour la plupart jamais été vus du public. Hein. Alors il faut y aller. Et puis bon, on en avait pas parlé jusque-là parce que c'était du lourd et qu'ils n'avaient pas besoin qu'on leur fasse de la publicité. Mais puisqu'il reste que quelques jours et qu'on a parlé de Turner aujourd'hui, l'exposition Turner et ses peintres au Grand Palais, donc avenue Winston Churchill. Dans le 8e arrondissement de Paris. C'est pas à Belleville, non, c'est dans le 8e. Désolé, mais ça c'est jusqu'au 24 mai, donc il reste plus très longtemps. Hein. Voilà. Il vous reste quelques jours pour aller voir ce que Turner doit à chacun des peintres qui l'ont inspiré. Merci beaucoup, Jean. On sera moins idiots, sûrement. Bien, Agnès. On va conclure avec une information que tu dois nous donner et peut-être développer sur un salon qui va se tenir, boulevard Richard Lenoir à la Bastoche. Oui, car aussi en tant qu'artiste, je participe au marché de la création hebdomadaire de la Bastille, et pour faire connaître ce marché et aussi montrer que nous sommes un acteur culturel parisien, nous organisons cette année, donc 15 mai, jour de la nuit des musées, une exposition dédiée au dessin, le salon du dessin, où nous battrons le pavé parisien dans nos stands en proposant sur nos stands des œuvres sur papier, toutes techniques confondues, mine de plomb, encre, aquarelle et pastel, de manière à mieux faire connaître notre marché, mais aussi entrer en contact avec les personnes qui viendront nous rencontrer pour parler, pour expliquer comment nous pratiquons et aussi pour communiquer un petit peu plus. Voilà. Bien. Et est-ce que tu peux nous, en quelques mots ou quelques phrases, nous expliquer pourquoi tu bats le pavé parisien, particulièrement cet endroit populaire? C'est sûr que c'est un lieu hautement symbolique. On parlait de la liberté des artistes tout à l'heure. On est à l'ombre tutélaire du génie de la liberté. C'est-à-dire cette colonne de la Bastille qui a été construite à l'issue des Trois Glorieuses de 1830. N'est-ce pas? Il y a quand même une statue tout en haut, qui est à la fois là un être céleste, ailé, portant une étoile sur le front, mais qui est quand même une image symbolique de la liberté. Et en tant qu'artiste, on a quand même cette aspiration à l'autonomie, l'indépendance et la liberté. Et ce lieu permet à la fois d'être visible régulièrement, et quand on est seul, il y a aussi la solitude de la fabrique en quelque sorte. Quand on est seul dans notre atelier à produire nos œuvres, on a besoin d'un regard, et je pense que le regard qu'on trouve pendant une exposition 3 semaines par an ou dans un salon n'est pas le même qu'un regard régulier, récurrent dans un lieu, être sur la place publique, c'est-à-dire être citoyen. C'est aussi une manière d'être citoyen, je pense, que d'être dans la rue, montrer nos œuvres gratuitement et pouvoir converser, entrer en communication avec les visiteurs. Bien, parce que tu entres en communication avec les visiteurs. Tu peux développer un tout petit peu? Alors, tout à fait. Bon, alors ça vient peut-être aussi de mon travail, enfin peu importe, mais un certain nombre de personnes s'arrêtent devant l'étoile, y compris des SDF. Il y a des personnes et c'est, je pense, aussi pour eux l'occasion de parler, de dire quelque chose sur
Et là, on retrouve l'identité personnelle et individuelle. À partir du moment où je peux commenter, dire ce que je ressens, donner une opinion sur, je pense qu'on retrouve aussi sa place parmi les autres. Tout à fait. Et je pense que le rôle de ce marché dans la rue, artiste dans la rue, c'est aussi cela. C'est aussi des personnes qui viennent évoquer des souvenirs d'enfance. J'ai rencontré des retraités qui, en face de tableaux, évoquent des souvenirs d'enfance, des lieux qu'ils ont aimés, qui suscitent l'imaginaire. Des personnes qui ont des références historiques, qui viennent dire « Ah, ça me fait penser à tel artiste ». Toutes ces rencontres sont l'occasion d'une conversation et donc aussi d'une relation aux autres. D'accord. Donc c'est le marché de la création à la Bastille, tous les samedis de 10h à 19h. Nous serons ouverts jusqu'à 21h le 15 mai. Ils seront ouverts jusqu'à 21h le 15 mai. Bien, vous retenez, métro Bastille. Si vous venez en aéroplane, le plus proche, c'est l'aéroport d'Orly. Et je sais. Pourquoi pas? Non, mais c'est important de donner toutes les informations. Bien sûr. Oui. Je sais pas, l'héliport, c'est où? Ici les Moulineaux. Ici les Moulineaux, voilà. Et ici les Moulineaux, vous avez le métro ou le RER qui vient au Châtelet. Et du Châtelet, vous reprenez le métro sur la ligne numéro 1, direction Château de Vincennes, et vous vous arrêtez à la Bastille. Ah, c'est vrai, à l'ombre du génie de la liberté, dont il y a quelques années encore je pouvais imiter le pas ailé, mais là maintenant ça craint. Chaque fois que je veux faire le génie, il faut que les meubles soient assez loin de moi parce que autrement je me fracasse dessus. Enfin bref, ça ne vous intéresse pas beaucoup, je le sens. Bon, je vais vous faire une petite annonce pour suivre celle du marché de la Bastille. C'est notre camarade, est-ce qu'on peut le citer? Ah oui, Igor. Igor, vous savez, qui nous a lâchement abandonnés il y a plus d'une année, qui va exposer le jeudi 20 mai... Non, il expose pas, il fait une performance. Le jeudi 20 mai 2010 à 18h à la Cité Saint-Martin. C'est pas très loin de la Bastille, d'ailleurs. Où cette performance consiste sur un texte de Totor, Les Misérables, une partie de ce texte qui est choisi à chaque performance, de peindre quelques œuvres en même temps que le texte est dit, et avec une musique, enfin bref, c'est une performance, quoi. Il peint 5-6 œuvres, je crois, pendant le temps de cette performance. Donc, le jeudi 20 mai 2010, à partir de 18h à la Cité Saint-Martin. Et Igor, vous savez, c'était ce camarade que nous avons vu ce matin au bistrot à l'Artiste, on l'avait pas vu depuis 1 an, qui est lui-même un SDF, et donc qui ne parle pas de choses qu'il ne connaît pas, ce qui est tout à fait extraordinaire dans un monde où tout le monde sait tout sur tout, bien que personne ne l'ait vécu. Voilà.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, la 63e. Tout de suite, je vais vous brancher sur notre petit topo préparé par Jean, la rubrique vitale du rapin social. Quel artiste êtes-vous? Déterminez votre statut. Bien. C'est le moment préféré de Robert, hein, vous l'avez compris, chaque semaine. La SARL pluripersonnelle. Non mais Maïté, écoute, je suis désolé, mais je dois le dire. La SARL est une société commerciale qui réunit au moins 2 associés. Vous voyez que ce soit un garçon ou une fille, hein, entre nous. Et au maximum 100. Alors là, 100, bon, c'est pas tout à fait pour nous. Quoique, on a un artiste américain qui s'appelle... Mais on en a de plus en plus des artistes. Kunz. Et puis un artiste anglais qui s'appelle Jean Hirst, qui ont tous les deux une centaine de salariés. Donc vous voyez, c'est pas même chez les artistes, maintenant ça commence à bouger. Vous pouvez créer une SARL si vous êtes artisan d'art et souhaitez vous associer avec des partenaires pour développer votre activité. Artisan d'art. En revanche, l'exercice d'une activité essentiellement artistique n'est pas très approprié. Vous voyez, donc si vous êtes artiste, vous zappez. La solution n'est pas aisée. Vous risquez de perdre un certain nombre d'avantages fiscaux ou sociaux réservés aux artistes en créant une société. Si vous êtes artiste, si vous êtes artisan, non, puisque vous êtes au régime des artisans, qui est un régime pourri. Voilà. Et cela peut brouiller la lisibilité de votre art et remettre en cause son originalité. Car une société est davantage destinée à vendre un produit commercial que des œuvres d'art originales. Vous voyez? Pas confondre art et artisanat. Il n'y a rien d'honteux. Ou industrie. Ou industrie, oui, parce qu'il y en a aussi. On connaît quelques industriels de l'art. Dans une SARL, tous les associés peuvent devenir gérants à condition qu'il s'agisse de professionnels exerçant leur activité au sein de la société. Donc il ne faut pas qu'ils soient dans les îles Caïmans si la société est dans la Creuse. Voilà. Le gérant n'est révocable que pour de justes motifs. Enfin, les motifs, on peut toujours en trouver, et même s'ils sont pas justes. Le capital social de la SARL est libre à porter en espèces. Allez dedans, vous venez avec vos lingots. En nature ou en industrie. Ah non, mais en nature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de ta nature. Ouais, c'est louche, cette histoire. Il est réparti entre tous les associés en parts sociales. Vous voyez, vous avez une part sociale, comme il y a des parts de tarte, vous avez des parts de SARL. Voilà. Chacun est responsable de ses dettes. Non, des dettes de la société, pardon. À hauteur de sa participation dans le capital. Donc participer le moins possible au capital. Si aucune caution ni garantie supplémentaire n'a été exigée par les créanciers. Ça, alors les créanciers, je veux dire, c'est une race vraiment très très particulière. Quand vous voyez un créancier, il vaut mieux vous sauver. Cela permet donc de se prémunir en cas de mauvaises affaires. Ouais, c'est le risque, les mauvaises affaires. La gérance est dite majoritaire lorsque le gérant détient avec son conjoint, ses enfants ou ses ascendants plus de la moitié du capital social, 50% plus une part. Sinon, elle est minoritaire, moins de 50%, ou égalitaire, 50%. Le gérant majoritaire est considéré comme un travailleur non salarié, tandis que le gérant minoritaire peut opter pour le statut social de salarié. Ça, c'est pas mal. Ce dernier lui permet d'être affilié au régime général de la sécurité sociale et de bénéficier de l'ensemble de ses prestations, qui sont pas quand même, faut pas trop rêver non plus, notamment les indemnités en cas de chômage. Alors là, c'est le parcours du combattant. En revanche, le gérant majoritaire n'en profite pas, bien fait pour lui. Pour l'imposition des bénéfices, il vous est possible de choisir entre l'IR, alors... Impôt sur le revenu, mais je te le dis à peu près tout mais j'aime tellement t'entendre, Jean. Avec un taux progressif, ta voix me calme, m'apaise. Et l'IS... Impôt sur les sociétés. Voilà. Au taux 15%, sur les 38 120 premiers de préférence. Alors ça, j'aime bien l'administration. C'est 38 120, ils n'auraient pas dire 40 000 ou non. 38 120. Tous les ans, là, c'est le dernier chiffre. Tous les ans. Premier euro de bénéfice. Et, attendez. Et de 13,3%
de 33,33% au-delà. Sans les lunettes, 13%, oui. Avec 33. De 33,33%. Mais pourquoi 33,33%? C'est complètement bizarre. Un tiers. Si tu, un tiers de 100%, ça fait 33. Bon. Oui, d'accord. Ensuite, votre rémunération est taxée à l'impôt sur le revenu. Mais l'exercice en société offre des possibilités de gestion étendue qui vous permettent, par exemple, de réduire votre imposition en vous distribuant des dividendes ou en constituant des réserves. Alors, je dois vous dire que je dois faire ma déclaration d'impôt. J'ai un seul chiffre à mettre et pour moi, c'est déjà trop. C'est moins... Oui, je ne sais pas. Il existe bien entendu d'autres types de sociétés, mais elles ne sont pas indiquées à l'exercice d'une activité artistique, sauf à créer une multinationale de l'art. Ça, j'aime bien. Non, mais c'est de l'humour. Ils font de l'humour, l'administration. Mais ceci est une autre histoire. Oh oui, c'est une sacrée autre histoire aussi. Toutes les informations que nous vous donnons, ce sont des informations sérieuses, ne croyez pas parce que je ricane parce que c'est pour me donner une certaine contenance. Toutes les informations que nous vous donnons sont extraites du guide juridique et fiscal de l'artiste de Véronique Chambaud, publié chez Duno. Voilà, merci beaucoup Jean pour ce texte impérissable. On ne reviendra plus beaucoup sur les possibilités de constitution en société pour les artistes, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que ça fait vraiment trop souffrir Robert. Non, ça donne aussi l'occasion de faire mais même de toute façon, il fallait l'évoquer, mais c'est vraiment pas... Non, mais... C'est vraiment pas l'intérêt, la plupart du temps, des artistes de se constituer en société. Non. Et de toute façon, vous retrouvez toutes ces informations sur le blog de l'émission. Souvenez-vous de ça, il y a tout sur le blog de l'émission. Il y a les textes que Jean vous lit, avec une documentation iconographique, voilà, les musiques, tout est sur le nom de l'invité, sa photographie ou ses photographies, son site, vous pouvez voir ses œuvres. Agnès Martin. Alors, comme il y a une Agnès Martin qui est une artiste américaine, une vieille peau, heureusement qu'il l'a glissée il y a quelque temps. Alors, Agnès, il y a Agnès, c'est Cécile? Non. C'est Lucie. Agnès Lucie. Vous savez, Lucie, comme ce squelette qu'on a retrouvé dans le rift. Bon, on mettra un lien vers ton blog. On pourrait voir les paysages. Merci beaucoup Agnès d'avoir accepté de supporter ma présence qui est quand même un petit peu parfois débordante. Merci d'être venu. On espère qu'on te reverra un de ces quatre. Et n'oubliez pas tous ce marché de la création de la Bastille. Vous pouvez retrouver Agnès dans son stand impérial. Elle parle là, vous verrez que elle est très très accueillante. Merci à vous. Oui. Merci Maïté pour ta participation active à cette émission. Jean, n'en parle même pas. Merci les filles et puis salut à tous. Merci les filles. Bah, Aujourd'hui, ce sera ma conclusion.